Le chien des Baskerville, partie 3, chapitre 7, les Stapleton de Mary Pitt. La beauté fraîche du lendemain matin nous aida à effacer de notre mémoire l'impression grise et lugubre de notre premier contact avec Baskerville Hall. Tandis que Sir Henry et moi étions assis devant notre petit déjeuner, le soleil déversait ses flots lumineux à travers les hautes fenêtres à meneaux, parsemait de taches colorées les armoiries des murs. Sous ces rayons dorés, les panneaux de chêne revêtaient l'éclat du bronze. Il était difficile de réaliser mentalement que cette pièce était celle qui nous avait tellement désenchantés la veille au soir. « Je crois que ce n'est pas la maison qui est à blâmer, mais nous, » dit le baronnet. « Nous étions fatigués par le voyage, gelés par cette promenade en voiture. Voilà pourquoi cette demeure nous avait paru maussade. À présent que nous sommes reposés, elle est toute en gaieté. » « Et pourtant l'imagination n'est pas seule en cause, » répondis-je. « Par exemple, n'auriez-vous pas entendu quelqu'un, une femme probablement, sangloter pendant la nuit ? C'est curieux. Quand j'étais déjà à moitié endormi, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à cela. J'ai guetté un moment, puis plus rien. Alors j'ai conclu que c'était un cauchemar. Moi, je l'ai entendu distinctement. Et je suis sûr qu'il s'agissait bel et bien d'une femme qui sanglotait. Nous allons tout de suite demander. Il sonna et interrogea Barrymore. Il me sembla que le visage blême du maître d'hôtel se fit plus blanc quand il entendit les questions que lui posait son maître. « Il n'y a que 2 femmes dans la maison, Sir Henry, » répondit-il. « L'une est la laveuse de vaisselle, qui couche dans l'autre aile. L'autre est ma femme, et je peux vous jurer qu'elle n'a pas pleuré. » Et pourtant il mentait. Après déjeuner, le hasard fit que je rencontrai madame Barrymore dans le couloir. Le soleil éclaira son visage. C'était une grosse femme sans expression, aux traits épais, la bouche serrée. Mais ses yeux étaient rouges et ils me regardèrent entre des paupières boursouflées. C'était donc elle qui avait pleuré pendant la nuit. Et si elle avait pleuré, son mari devait le savoir. Cependant, il avait choisi le risque évident d'être démenti et il avait nié que ce fût sa femme. Pourquoi ? Et pourquoi avait-elle sangloté d'une façon aussi dramatique ? Déjà autour de ce bel homme, pâle à la barbe noire, flottait une atmosphère de mystère et de ténèbres. C'était lui qui, le premier, avait découvert le corps de sir Charles, et nous n'avions que son témoignage pour toutes les circonstances qui avaient précédé et entouré la mort du vieillard. Était-il possible que ce Barrymore fût l'espion que nous avions aperçu en fiacre dans Regent Street ? La barbe pouvait être la même. Le cocher avait dépeint un homme relativement moins grand, mais il avait pu se tromper. Comment éclaircir décemment ce point ? La première chose à faire était d'aller voir le chef du bureau de poste de Grimpen et de vérifier si le télégramme test avait été bien remis à Barrymore en personne. Quelle que fût la réponse, j'aurais au moins un fait à rapporter à Sherlock Holmes. Sir Henry, ayant de nombreux papiers à examiner après le petit déjeuner, j'avais donc le loisir de procéder à mon enquête. Ce fut une promenade plaisante de 7 kilomètres en bordure de la lande. Elle me mena finalement à un petit hameau gris. 2 maisons plus importantes que les autres étaient l'auberge et la demeure du docteur Mortimer. Le chef du bureau de poste, qui tenait l'épicerie du village, se souvenait fort bien du télégramme. « En effet, monsieur, me dit-il, le télégramme a été remis à monsieur Barrymore, comme vous m'en aviez prié. »« Qui le lui a remis ?»« Mon fils. »« James, tu as remis le télégramme à monsieur Barrymore la semaine dernière, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, papa. Je le lui ai remis. »« En main propre ? » demandai-je. « Voilà, il était dans le grenier. Je n'ai donc pas pu le lui remettre en main propre, mais je l'ai donné à madame Barrymore, et elle m'a promis d'aller le lui porter immédiatement. »« As-tu vu monsieur Barrymore ? » ?»« Non, je vous dis qu'il était dans le grenier. »« Si tu ne l'as pas vu,
Comment sais-tu qu'il était dans le grenier ? Ben, sûrement que sa femme savait où il était, répondit le petit facteur. Est-ce qu'il n'a pas reçu le télégramme ? S'il y a faute, c'est à M. Barrymore de se plaindre. Il me parut inutile de poursuivre l'enquête, mais il était clair que Holmes avait beau faire, nous ne détenions pas la preuve que Barrymore était ailleurs qu'à Londres ce jour-là. Supposons qu'il s'y soit trouvé. Supposons que le même homme ait été le dernier à voir Sir Charles vivant et le premier à filer le nouvel héritier dès son arrivée en Angleterre. Et alors ? Était-il un agent ? Avait-il un plan strictement personnel ? Quel intérêt pouvait-il avoir à persécuter la famille des Baskerville ? Je réfléchis à l'étrange mise en garde découpée dans un éditorial du Times. Était-ce son œuvre, ou l'œuvre de quelqu'un qui cherchait à contrecarrer ses desseins ? Le seul motif concevable était celui qui avait été suggéré par Sir Henry. Si les Baskerville pouvaient être dégoûtés du manoir, les Barrymore jouiraient d'une demeure confortable. Mais une telle explication était loin de rendre compte de tout le réseau subtil qui étirait ses mailles autour du jeune baronnet. Holmes lui-même avait déclaré qu'au long de ses enquêtes sensationnelles, il n'avait jamais rencontré de cas plus complexes. Pendant que je rentrais sur la route grise, déserte, je priais pour que mon ami fût bientôt libéré des travaux londoniens et pût me décharger de responsabilités aussi lourdes. Le cours de mes pensées se trouva interrompu par un bruit de pas qui courait derrière moi. Une voix me héla par mon nom. Je me retournai, pensant que c'était le docteur Mortimer. Mais non. C'était un inconnu qui se hâtait. Il pouvait avoir entre 30 et 40 ans. Il était petit, mince, blond, tout rasé. Il avait la bouche en cœur et une mâchoire tombante. Il était vêtu de gris et était coiffé d'un chapeau de paille. Il portait en bandoulière une boîte métallique pour échantillons botaniques et il tenait à la main un filet vert à papillons. « Vous me pardonnerez, j'en suis sûr, mon audace, docteur Watson, » me dit-il quand, tout essoufflé, il m'eut rejoint. « Ici, sur la lande, nous sommes des gens tout à fait simples et nous n'attendons pas les présentations officielles. Vous avez peut-être entendu mon nom dans la bouche de notre ami commun Mortimer. Je m'appelle Stapleton, de Merripit. »« Votre filet et votre boîte me l'auraient appris, » répondis-je. Je savais, en effet, que M. Stapleton était naturaliste. Mais comment m'avez-vous reconnu ? J'étais chez Mortimer, et il vous a désigné à ma curiosité par la fenêtre de son cabinet quand vous êtes passé. Comme votre route est la mienne, j'ai pensé à vous rattraper et à me présenter moi-même. J'espère que Sir Henry a bien supporté son voyage. Il se porte très bien, merci. Nous redoutions tous un peu qu'après la triste mort de Sir Charles, le nouveau baronnet ne refusât de vivre ici. C'est demander beaucoup à un homme riche de s'enterrer dans un endroit pareil, mais je n'ai pas besoin de vous dire que le fait est d'importance pour la région. J'espère que Sir Henry n'éprouve pas de frayeur superstitieuse relativement à l'affaire. Je ne crois pas qu'il y soit sujet. Naturellement, vous connaissez la légende de ce chien monstrueux qui s'acharne sur la famille. Elle m'a été contée. C'est extraordinaire, comme les paysans d'ici sont crédules. Il y en a qui jureraient sur leur tête avoir vu une bête de ce genre sur la lande. Il souriait tout en parlant, mais il me sembla lire dans son regard qu'il prenait le problème plus au sérieux. L'histoire avait vivement frappé l'imagination de Sir Charles, et je suis certain qu'elle est responsable de sa fin tragique. Mais comment ? Ses nerfs étaient tellement tendus que l'apparition de n'importe quel chien aurait pu avoir un effet fatal sur son cœur malade. Je me demande s'il a réellement vu un chien cette nuit-là dans l'allée des Ifs. Je craignais un accident, car j'aimais beaucoup ce vieil homme, et je savais qu'il avait le cœur touché. Comment le saviez-vous ? Mon ami Mortimer me l'avait dit. Vous pensez, par conséquent, qu'un chien a poursuivi Sir Charles et qu'il est mort de peur ? Avez-vous une meilleure explication à fournir ? Je n'ai encore formulé aucune conclusion. Et Sherlock Holmes ? Pendant un instant, je demeurai sans souffle, mais le visage placide et les yeux paisibles de mon compagnon me convainquirent que la question ne cachait pas un piège.
Nous aurions grand tort de nier que nous vous connaissons, docteur Watson. Les exploits de votre détective sont parvenus jusqu'à nous, et vous êtes inséparables. Quand Mortimer m'a révélé votre nom, j'ai tout de suite fait le rapprochement. Puisque vous êtes ici, M. Sherlock Holmes s'intéresse donc à l'affaire. Voilà pourquoi je suis curieux, légitimement curieux, de connaître son point de vue. Je crains de ne pouvoir répondre à votre question. Puis-je vous demander s'il nous fera l'honneur d'une visite personnelle ? Il ne peut pas quitter Londres pour le moment. D'autres affaires le retiennent en ville. Quel dommage ! Il pourrait projeter un peu de lumière sur ce qui nous semble si obscur. Mais en ce qui concerne vos propres recherches, pour le cas où je pourrais vous rendre le moindre service, j'espère que vous n'hésiterez pas à faire appel à moi. Si j'avais une idée de la nature de vos soupçons ou de la manière dont vous entendez enquêter, je pourrais peut-être vous aider ou vous conseiller. Je vous assure que je suis simplement ici pour tenir compagnie à mon ami Sir Henry et que je n'ai besoin d'aucune assistance. Parfait, dit Stapleton. Vous avez raison d'être prudent et discret. Je suis confus d'avoir commis une intrusion absolument injustifiable et je vous promets de ne plus vous reparler de l'affaire. Nous étions arrivés à un endroit où un étroit chemin gazonné débouchait sur la route après avoir serpenté à travers la lande. Une colline abrupte, parsemée de rochers, se dressait sur la droite. Autrefois, elle avait été creusée par une carrière de granit. La face qui était devant nous formait une sorte de falaise noire, avec des fougères et des ronces nichées dans ses crevasses. À quelque distance s'élevait un panache de fumée grise. Une petite marche le long de ce chemin nous mènerait à Merripit, m'expliqua Stapleton. Voudriez-vous m'accorder 1 heure de votre temps afin que j'aie le plaisir de vous présenter à ma sœur ? Ma première réaction fut que je devrais me trouver auprès de Sir Henry, mais je me remémorais le tas de papiers et de factures qui encombraient son bureau. Je ne lui serais d'aucun secours pour leur dépouillement. Et Holmes m'avait expressément recommandé d'étudier les voisins. J'acceptai donc l'invitation de Stapleton et nous nous engageâmes dans le sentier. « C'est un lieu merveilleux, notre Hollande, me dit-il, en promenant son regard sur les ondulations de terrain. On ne se lasse jamais de la lande. Vous n'avez pas idée des secrets merveilleux qu'elle recèle. Elle est si vaste, si nue, si mystérieuse. Vous la connaissez bien ? Je ne suis installé que depuis 2 ans. Autant dire que les gens d'ici m'appellent un nouveau venu. Nous sommes arrivés peu après Sir Charles. Mais mes goûts m'ont conduit à explorer toute la région, et je crois que peu d'hommes la connaissent mieux que moi. Est-elle si difficile à connaître ? Très. Vous voyez, par exemple, cette grande plaine vers le nord, avec ces étranges collines qui y ont poussé. N'y remarquez-vous rien de particulier ? Ce serait un endroit rêvé pour faire du cheval ? Bien sûr, c'est la première idée qui a coûté la vie à beaucoup. Distinguez-vous ces taches vertes, brillantes, éparpillées ? Oui, le sol est plus fertile là qu'ailleurs. Stapleton se mit à rire. « Je vous présente le grand bourbier de Grimpen, me dit-il. Un faux pas, et c'est la mort pour un homme ou pour un animal. Hier encore, j'ai vu l'un des poneys de la lande errer par là. Il n'en est jamais sorti. J'ai vu sa tête qui longtemps a émergé au-dessus d'un trou de vase, mais le marais l'a finalement aspiré. Même pendant la saison sèche, il est dangereux de traverser le bourbier. À plus forte raison après les pluies d'automne. Et cependant, moi, je peux m'y promener et en revenir vivant. Tenez, voilà un autre de ces malheureux poneys. » Quelque chose de brun se balançait en déséquilibre parmi les joncs verts. Puis un long cou qui se tordait dans l'agonie sauta en l'air et un hurlement effroyable retentit à travers la lande. Je frémis d'horreur, mais les nerfs de mon compagnon me parurent plus solides que les miens. « Fini, me dit-il, le bourbier l'a englouti. 2 ans 2 jours, et peut-être beaucoup plus, car les poneys ont pris l'habitude de se rendre là pendant la saison sèche, et ils ne se rendent compte de la différence que lorsque le bourbier les avale. C'est un sale endroit, le grand bourbier de Grimpen. » « Et vous dites que vous pouvez le traverser ? » ?»« Oui, il y a 2 ou 3 petits chemins qu'un homme très agile peut emprunter. Je les ai découverts. »« Mais pourquoi allez-vous dans un endroit aussi horrible ?
Voyez-vous les collines, là-bas ? Ce sont de vraies îles isolées de tous côtés par ce bourbier infranchissable qui les a cernées au cours des siècles. Elles possèdent des plantes et des papillons rares. Toute la question est d'avoir assez d'astuce pour les atteindre. J'essaierai ma chance un jour. Il me regarda ahuri. « Pour l'amour de Dieu, ôtez-vous cette idée de l'esprit !» s'écria-t-il. « Votre sang retomberait sur ma tête. Je vous certifie que vous n'auriez pas la moindre chance d'en revenir vivant. Ce n'est que par des repères compliqués que je m'en sors moi-même. »« Oh ! Oh !» m'écriai-je. « Qu'est-ce là ?» Un long gémissement bas, indiciblement triste, s'éleva de la lande. Il emplit tout l'air. Et pourtant, il me fut impossible de préciser d'où il venait. D'abord, murmure lugubre, il s'enfla en un profond meuglement, puis retomba en plainte mélancolique, à vibration sinistre. Stapleton me regarda d'un air bizarre. « Un endroit étrange, cette lande, me dit-il. Mais qu'était-ce ? Les paysans disent que c'est le chien des Baskerville qui réclame sa proie. Je l'avais déjà entendu 1 ou 2 fois, mais jamais aussi distinctement. » Je contemplais, avec le froid de la peur dans le cœur, cette immense plaine tachetée par des bouquets d'ajoncs. Rien ne bougeait, sauf 2 corbeaux qui croassaient derrière nous, perchés sur un roc. « Vous êtes un homme cultivé, dis-je. Vous ne croyez pas à de telles stupidités. Quelle serait, d'après vous, la cause d'un bruit aussi insolite ? Parfois, les cerfs provoquent des sons curieux, une précipitation ou un tassement de boue, ou une eau qu'ils font sourdre, ou je ne sais quoi. Non, c'était une voix vivante. Peut-être, après tout. Avez-vous déjà entendu le cri d'un butor ? Non. C'est à présent un oiseau très rare en Angleterre, pratiquement disparu. Mais sur la lande, tout est possible. Oui, je ne serais pas autrement surpris d'apprendre que nous venons d'entendre le cri du dernier des butors. C'est le bruit le plus étrange, le plus singulier que j'ai jamais entendu. Dans l'ensemble, le pays est plutôt inquiétant. Regardez, là-bas, le flanc de cette colline. Que pensez-vous de ces cailloux ? Toute la pente était couverte de pierres grises disposées en une vingtaine de cercles réguliers. Des enclos à moutons, je suppose ? Non, ce sont les maisons de nos dignes ancêtres. L'homme préhistorique vivait en colonie sur la lande, et comme depuis lors personne ne l'a habité, nous trouvons ces petites installations telles qu'il les a laissées. Ce sont ces wigwams sans toit. On peut même voir son foyer et sa couche si l'on a la curiosité d'y pénétrer. Mais c'est une vraie ville. Quand a-t-elle été habitée ? Par l'homme néolithique. Pas de date. Que faisait-il ? Il faisait paître ses troupeaux sur les pentes que vous voyez, et il apprenait à creuser pour trouver du fer, quand le glaive de bronze a commencé à affirmer sa supériorité sur la hache de pierre. Regardez la grande tranchée dans le flanc de l'autre colline. C'est l'une de ses traces. Oui, vous trouverez des tas de choses passionnantes sur la lande, docteur Watson. Oh, excusez-moi un instant. Voilà sûrement un cyclopidé. Une mouche ou un petit papillon avait volté à travers notre sentier, et Stapleton se rua à la poursuite avec autant de rapidité que d'énergie. À mon vif déplaisir, la bestiole volait droit vers le grand bourbier, ce qui ne ralentit pas l'ardeur de ma nouvelle connaissance. Il bondissait derrière elle de touffe en touffe, en agitant son filet vert. Avec son costume gris et sa course en zigzag, tout en saut, il ressemblait à un gros papillon. Je m'étais arrêté pour assister à sa chasse. J'admirais certes son agilité extraordinaire, mais je craignais qu'il ne fît le faux pas dont il avait parlé, quand j'entendis un bruit de pas. Je me détournai. Une femme déboucha sur le chemin. Elle venait de Méripit, mais la déclivité de la lande l'avait dissimulée jusqu'à ce qu'elle arrivât presque à ma hauteur. C'était sans doute mademoiselle Stapleton. On m'avait parlé de sa beauté, et il ne devait pas y avoir beaucoup de beauté sur la lande. Or, elle était très belle, cette femme qui s'approchait. Le frère et la sœur ne se ressemblaient guère.
Stapleton était banalement neutre, avec ses cheveux blonds et ses yeux gris. Par contre, je n'avais jamais vu Brune plus éclatante que sa sœur. Elle était grande et mince, racée. Sa figure était fine et si régulière de traits qu'elle aurait pu passer pour inexpressive sans la bouche sensible et les yeux d'un noir ardent. Ce visage parfait, au-dessus d'une robe élégante, constituait une bien étrange apparition sur ce sentier de la lande. Quand je me retournai, elle observait son frère, puis s'avança vers moi d'un pas vif. Je m'étais découvert et allais lui fournir quelques explications, quand les mots qu'elle prononça me firent changer d'avis. « Allez-vous-en, me dit-elle, rentrez directement à Londres, tout de suite. » Je ne pus que la regarder, abasourdie. Ses yeux s'enflammèrent et elle tapa du pied avec impatience. « Pourquoi rentrerais-je » demandai-je. « Je ne peux pas vous expliquer. » Sa voix était grave, passionnée, avec un léger aisément. « Mais pour l'amour de Dieu, faites ce que je vous dis. Allez-vous-en et ne remettez jamais le pied sur la lande. »« Mais je viens d'arriver. »« Voyons, voyons, s'écria-t-elle. Ne comprenez-vous pas quand on vous avertit pour votre bien ? Rentrez à Londres, partez ce soir, quittez à tout prix cet endroit. Silence, voici mon frère qui revient. Pas un mot de ce que je vous ai dit. »« Vous ne voudriez pas me cueillir cette orchidée là-bas, au milieu des prêles ? Nous avons sur la lande des orchidées à profusion. Mais naturellement, vous êtes arrivé bien tard pour contempler toutes les beautés de ce pays. » Stapleton avait renoncé à sa chasse, et il revenait vers nous, suant et soufflant. « Hello, Beryl, fit-il. J'eus l'impression que le ton n'était pas très cordial. « Eh bien, Jack, vous avez chaud ?»« Oui, je pourchassais un cyclopidé peu connu, qu'on trouve rarement à la fin de l'automne. Je regrette fort de l'avoir manqué. » Il parlait négligemment, mais ses petits yeux clairs allaient sans cesse de la jeune fille à moi. « Vous vous êtes présenté tout seul, à ce que je vois. »« Oui, je disais à Sir Henry qu'il était arrivé bien tard pour admirer les véritables beautés de la lande. »« Mais à qui pensez-vous avoir parlé ? » ?»« J'imagine que c'est à Sir Henry Baskerville. »« Non, répondis-je. Je suis un modeste bourgeois, mais son ami. Je suis le docteur Watson. » Le rouge de la confusion passa sur son visage expressif. « Dans notre conversation, il y a eu un quiproquo, dit-elle. »« Conversation qui n'a pas duré longtemps, » observa son frère, qui avait toujours les mêmes yeux interrogateurs. « J'ai parlé comme si le docteur Watson habitait la région et n'était pas un touriste de passage. Sans doute cela lui importe-t-il peu d'être en avance ou en retard pour les orchidées. Mais vous viendrez bien, n'est-ce pas, jusqu'à Merripit. » Nous y arrivâmes bientôt. C'était une morne maison de la lande. Autrefois ferme d'un herbager qui avait été ravalé et aménagé en habitation moderne. Un verger l'entourait. Mais les arbres, comme d'habitude sur la lande, étaient rabougris et noueux. Le site incitait à la mélancolie. Nous fûmes accueillis par un vieux domestique ratatiné, vêtu d'un manteau couleur rouille, qui semblait être le gardien de la maison. L'intérieur était composé de grandes pièces, meublées avec un goût dans lequel il me sembla retrouver quelque chose de mon hôtesse. Pendant que par la fenêtre je contemplais la lande interminable, tachetée de granit, je me demandais tout naturellement ce qui avait poussé cet homme cultivé et cette jolie femme à s'enterrer dans un lieu aussi triste. « Nous avons choisi une étrange retraite, n'est-ce pas ?» lança-t-il, comme s'il avait percé mes pensées. « Et cependant, nous nous arrangeons pour être presque heureux. Demandez à Beryl. »« Tout à fait heureux, » répondit-elle sans conviction. « J'avais un collège, » me dit Stapleton, « dans le Nord. Pour un homme de mon tempérament, le travail y était mécanique, peu intéressant. Par contre, le privilège de vivre avec des jeunes, de façonner leurs esprits et d'y imprimer une petite part de mon caractère et de mes idées personnelles m'était très cher. Le destin nous fut contraire. Une grave épidémie décima le collège. 3 élèves moururent. L'établissement ne se releva jamais de ce coup du sort, et j'y perdis une grosse partie de mes capitaux. Mais voyez-vous,
Si je n'avais pas rompu avec cette charmante fréquentation des enfants, je pourrais me réjouir de mes mésaventures, car étant donné mon penchant pour la botanique et la zoologie, je trouve là un champ illimité, et ma sœur est aussi fervente de la nature que je le suis. Tout cela, docteur Watson, je vous le dis pêle-mêle parce que j'ai vu l'expression de votre visage pendant que vous regardiez la lande par notre fenêtre. J'ai évidemment pensé que cet endroit pouvait être un petit peu morne. Moins pour vous, peut-être, que pour votre sœur. Non, rien n'est morne pour moi, trancha-t-elle. Nous avons des livres, nous avons nos travaux, et nous avons des voisins intéressants. Dans sa spécialité, le docteur Mortimer est tout à fait remarquable. Le pauvre Sir Charles était également un compagnon très agréable. Nous le connaissions bien. Il nous manque plus que je ne saurais le dire. Pensez-vous que ce serait indiscret de ma part si je me rendais cet après-midi au manoir pour faire la connaissance de Sir Henry ? Je suis sûre qu'il serait ravi. Alors, consentiriez-vous à lui faire part de mon intention ? À notre humble manière, nous pouvons lui faciliter les choses tant qu'il ne sera pas habitué à sa nouvelle ambiance. Voulez-vous monter, docteur Watson, et examiner ma collection de lépidoptères ? Je crois que c'est la plus complète du sud-ouest de l'Angleterre. Le temps que vous la regardiez, et le déjeuner sera prêt. Mais j'avais hâte de rejoindre mon poste. D'ailleurs, la mélancolie de la lande, la mort du malheureux poney, le cri lugubre qui avait été associé à la sinistre légende des Baskerville, tout cela m'avait pénétré de tristesse. Et puis, pour couronner ces impressions plus ou moins vagues, il y avait eu l'avertissement précis et clair de mademoiselle Stapleton. Avertissement qui m'avait été communiqué avec une telle gravité que je ne pouvais pas douter qu'un mobile impérieux l'eût dicté. Je résistai à toutes les invites et je partis aussitôt vers le manoir, reprenant le même sentier que j'avais suivi avec Stapleton. Un raccourci devait néanmoins exister, car avant d'atteindre la route, j'aperçus avec étonnement mademoiselle Stapleton assise sur un rocher bordant le sentier. Elle avait la figure merveilleusement colorée par la course qu'elle venait de faire, et elle porta la main à son côté. « J'ai couru jusqu'ici pour vous rattraper, docteur Watson. Je n'ai même pas pris le temps de mettre un chapeau. Il ne faut pas que je m'attarde, sinon mon frère me chercherait. Je voulais vous dire combien je suis désolée de l'erreur stupide que j'ai commise en vous confondant avec Sir Henry. Je vous prie d'oublier les mots que j'ai prononcés, qui ne s'appliquent nullement à vous. Mais je ne peux pas les oublier, mademoiselle. Je suis l'amie de Sir Henry, et son bien-être est en étroit rapport avec le mien. Dites-moi pourquoi vous exigiez avec tant d'ardeur que Sir Henry retourne à Londres. Caprice de femme, docteur Watson. Quand vous me connaîtrez mieux, vous comprendrez que je ne peux pas toujours donner les raisons de ce que je dis ou fais. Non, je me rappelle l'émotion dans votre voix. Je me rappelle le regard de vos yeux. Je vous en prie, soyez sincère, mademoiselle, car depuis que je suis arrivée ici, je me sens environnée d'ombre. La vie est devenue comme ce grand bourbier de Grimpen, avec des petites taches vertes de tous côtés dans lesquelles on peut sombrer sans que personne ne puisse retrouver votre trace. Dites-moi donc ce que vous vouliez me faire comprendre, et je vous promets de transmettre votre avertissement à Sir Henry. Une indécision flotta un moment sur sa figure, mais durcir. « Vous y attachez trop d'importance, me dit-elle. Mon frère et moi avons été bouleversés par la mort de Sir Charles. Nous le connaissions très intimement, car sa promenade favorite le menait par la lande jusqu'à notre maison. Il était grandement impressionné par la malédiction qui pesait sur sa famille, et quand le drame s'est produit, j'ai conclu que sa peur n'était pas sans fondement. J'étais donc consternée qu'un autre membre de la famille vînt s'établir ici, et j'ai cru bon de l'avertir du danger qu'il encourait. Voilà tout ce que j'avais l'intention de dire. » « Mais quel danger ? Vous connaissez l'histoire du chien ? Je ne crois pas à de telles absurdités. Moi, j'y crois. Si vous avez la moindre influence sur Sir Henry, éloignez-le d'un endroit qui a toujours été fatal à sa famille. Le monde est vaste. Pourquoi voudrait-il habiter un lieu dangereux ? Parce que c'est effectivement un lieu dangereux. Sir Henry a le caractère ainsi fait. Je crains que, si vous ne lui donnez plus d'indications plus précises, il ne refuse de s'éloigner. Je ne saurais rien dire de précis, car je ne sais rien de précis. Je voudrais vous poser une question supplémentaire, mademoiselle.
Si vous ne vouliez rien sous-entendre quand vous m'avez parlé la première fois, pourquoi ne vouliez-vous pas que votre frère surprenne vos paroles ? Il n'y a rien en elle qui puisse soulever, de sa part ou de la part de n'importe qui, la moindre objection. Mon frère souhaite de tout son cœur que le manoir soit habité, car il pense que ce serait un bien pour les pauvres gens de la lande. Il serait donc très mécontent s'il apprenait que j'ai tenu des propos de nature à décourager sir Henry. Mais enfin, j'ai fait mon devoir. Je n'en dirai pas davantage. Il faut que je rentre, sinon mon frère comprendrait que je vous ai vu. Au revoir. » En quelques secondes, elle avait disparu derrière les rochers épars, et, l'âme pleine de peur indéfinissable, je repris le chemin du manoir des Baskerville. Chapitre 8. Premier rapport du docteur Watson. Pour mieux retracer le cours des événements, je vais recopier mes propres lettres à monsieur Sherlock Holmes. Elles sont sur ma table. À l'exception d'une page qui manque, je les transcris telles que je les ai rédigées. Elles montreront les détours de mes sentiments et de mes soupçons avec plus de précision que ne pourrait le faire ma mémoire. Baskerville Hall, 13 octobre. Mon cher Holmes, mes lettres précédentes, ainsi que mes télégrammes, vous ont tenu au courant de tout ce qui s'est passé dans ce coin isolé du monde. Plus l'on reste ici, plus l'esprit de la lande insinue dans l'âme le sentiment de son infini et exerce son sinistre pouvoir d'envoûtement. Quand on se promène pour pénétrer jusqu'à son cœur, on perd toute trace de l'Angleterre moderne, mais on trouve partout des habitations et des ouvrages datant de la préhistoire. Où que l'on aille, ce ne sont que maisons de ces peuples oubliés, dont les temples sont, croit-on, les énormes monolithes que l'on voit. Quand on contemple leurs tombeaux, ou les cabanes en pierre grise qui s'accrochent au flanc des collines, on se sent tellement loin de son époque que si un homme chevelu, vêtu de peau de bête, se glissait hors de sa porte basse et ajustait une flèche à son arc, sa présence paraîtrait encore plus naturelle que la mienne. Ce qui m'étonne est que ces représentants de la préhistoire ont vécu en grande colonie sur un sol qui n'a jamais dû être fertile. Je ne suis pas un spécialiste de l'Antiquité, mais j'imagine volontiers qu'il s'agissait d'une race peu guerrière que des vainqueurs ont contrainte à accepter ce que personne d'autre ne voulait occuper. Ces considérations sont toutefois étrangères à la mission que vous m'avez confiée, et je doute qu'elles intéressent votre esprit rigoureusement pratique. Je me rappelle encore la parfaite indifférence que vous avez manifestée relativement à la question de savoir si le soleil tournait autour de la Terre ou la Terre autour du soleil. Je reviens donc aux faits concernant sir Henry Baskerville. Si vous n'avez pas eu de rapport ces jours derniers, c'est parce que, jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est rien produit qui méritât une relation. Puis un incident très surprenant est intervenu, que je vous narrerai en son temps, mais auparavant, il faut que je vous énumère les autres données de la situation. L'une d'elles, sur laquelle je ne m'étais guère étendu, est la présence sur la lande du forçat évadé. Il y a maintenant de bonnes raisons pour croire qu'il est allé se faire pendre ailleurs, ce qui apporte une satisfaction évidente aux habitants isolés de la région. Une quinzaine s'est écoulée depuis son évasion. Pas une fois il n'a été vu, et il n'a jamais fait parler de lui. Il est inconcevable qu'il ait tenu la lande tout ce temps-là. Bien sûr, il a toute facilité pour se cacher. N'importe quelle cabane en pierre peut lui servir de refuge. Mais il n'a rien à manger, à moins qu'il ne capture et n'abatte des moutons sur la lande. Nous pensons plutôt qu'il est parti, et les fermiers des environs dorment plus tranquilles. Dans cette maison, nous sommes 4 hommes valides et robustes. Aussi, n'avions-nous rien à craindre. Mais j'avoue que j'ai été mal à l'aise chaque fois que je pensais aux Stapleton. Ils habitent à plusieurs kilomètres de tout secours. Il y a là une femme de chambre, un vieux domestique, la sœur et le frère, celui-ci n'ayant rien d'un athlète. Il serait sans défense devant un gaillard prêt à tout, comme ce bandit de Notting Hill, si seulement il prenait la peine d'entrer. Sir Henry s'inquiète également de leur situation. Nous avions suggéré que Perkins, le valet, allât coucher chez eux, mais Stapleton n'a rien voulu entendre. Le fait est que notre ami le baronnet commence à manifester un intérêt considérable pour notre jolie voisine, sentiment qui n'a rien de surprenant, car dans ces lieux déserts, le temps pèse lourd à un homme aussi actif. Par ailleurs, elle est d'une beauté fascinante.
Dans son charme, il y a quelque chose de tropical, d'exotique, qui contraste singulièrement avec la froideur et l'insensibilité de son frère. Celui-ci, pourtant, donne parfois l'impression que certains feux couvent en lui. Il exerce certainement une forte influence sur sa sœur, car j'ai remarqué qu'elle le regardait constamment quand elle parlait, comme si elle quêtait son approbation. J'espère qu'il est gentil avec elle. Dans son regard, il y a une lueur sèche, et ses lèvres minces se contractent parfois, ce qui indiquerait un tempérament positif, peut-être dur. Vous le jugeriez digne d'une étude particulière. Il s'est présenté à Baskerville dès le premier jour, et le lendemain matin, il nous a conduits à l'endroit où l'on croit qu'a pris naissance la légende du méchant Hugo. Ce fut une excursion de plusieurs kilomètres, à travers la lande, vers un cadre si lugubre que sa tristesse a peut-être suggéré l'histoire. Une courte vallée bordée de rocs déchiquetés aboutit à une clairière herbeuse. Au centre se dressent 2 grandes pierres, usées et terminées en pointe. On dirait les crocs énormes d'une bête monstrueuse. Chaque détail correspond à la scène légendaire. Sir Henry demanda plusieurs fois à Stapleton s'il croyait vraiment à l'intervention du surnaturel dans les affaires humaines. Il parlait sur un ton léger, mais il était très sérieux. Stapleton lui répondit évasivement. Certes, il ne voulait pas exprimer toute son opinion par respect pour les sentiments du baronnet. Il nous cita d'autres exemples de familles qui avaient eu à souffrir d'une mauvaise influence, et il nous laissa sur l'impression qu'il partageait la croyance populaire sur l'affaire. Sur le chemin du retour, nous nous arrêtâmes pour déjeuner à Merripit. Sir Henry fit donc la connaissance de mademoiselle Stapleton. Du premier moment où il l'aperçut, il sembla charmé, et je me tromperais grandement si cette attraction n'était pas payée de retour. En rentrant au manoir, il ne tarit pas d'éloges à son sujet. Depuis lors, il ne s'est pas passé un jour sans que nous ayons vu le frère et la sœur. Ils dînent ici ce soir, et il est déjà question que ce repas nous est rendu la semaine prochaine. On imagine aisément ce qu'une telle alliance apporterait à Stapleton. Néanmoins, j'ai noté plus d'une fois sur son visage des signes de désapprobation quand Sir Henry extériorisait l'intérêt qu'il portait à sa sœur. Sans doute Stapleton lui est-il beaucoup attaché et, privé de sa compagnie, mènerait-il une existence bien solitaire. Mais ce serait le comble de l'égoïsme s'il l'empêchait de faire un mariage brillant. Pourtant, je suis certain qu'il ne désire pas que leurs sentiments éclosent en amour. Ainsi, il veille à ne pas les laisser en tête-à-tête. À propos, les instructions que vous m'avez données et qui me commandent d'empêcher Sir Henry de sortir seul deviendront bien délicates si une amourette s'ajoute aux autres obstacles. Je perdrais beaucoup de mon influence si je suivais vos ordres à la lettre. Le surlendemain, jeudi pour être exact, le docteur Mortimer déjeuna avec nous. Il avait pratiqué des fouilles dans une carrière à Longdown, et il en avait ramené un crâne préhistorique. Il était ivre de joie. Ah, ces savants à marottes! Les Stapleton survinrent ensuite. Le bon docteur nous conduisit dans l'allée des Ifs à la requête de Sir Henry qui voulait savoir exactement comment s'étaient déroulés les événements de la nuit fatale. C'est une longue avenue fort triste qui s'allonge entre 2 hauts murs de haies bien taillés avec une étroite bande de gazon de chaque côté. Elle aboutit à un vieux pavillon croulant. À mi-chemin, une porte à claire-voie donne sur la lande, celle devant laquelle Sir Charles a secoué la cendre de son cigare. Cette porte en bois blanc est munie d'un cadenas. Derrière elle s'étend la lande à perte de vue. Je me suis rappelé votre thèse et j'ai essayé de me représenter tout ce qui était arrivé. Pendant que le vieil homme se tenait là, il vit quelque chose qui surgissait de la lande, quelque chose qui l'épouvanta au point qu'il en perdit la tête et qu'il courut jusqu'à ce qu'il tombât foudroyé par l'horreur et l'épuisement. J'étais dans ce long tunnel sombre qu'il avait choisi pour fuir. Mais fuir quoi? Un chien de berger de la lande? Ou un chien fantôme noir, silencieux, monstrueux? Un être humain était-il intervenu? Le pâle et attentif Barrymore en savait-il plus qu'il ne se souciait d'en dire? Toujours est-il que l'ombre du crime se profile toujours derrière ce décor. J'ai vu un autre voisin depuis ma dernière lettre, M. Frankland, de l'After Hall, qui habite à 7 kilomètres au sud du manoir. C'est un homme âgé, au visage rouge et aux cheveux blancs, irascible.
Il n'a qu'une passion, la loi. Il a dépensé une fortune dans des procès. Il plaide pour le simple plaisir de la chicane, et il est également disposé à soutenir l'un ou l'autre aspect d'un litige. Il trouve que sa distraction lui coûte cher. Qui s'en étonnerait ? Parfois, il clôt une jouissance du passage et il met la paroisse au défi de la lui faire rouvrir. Ou bien il brise de ses propres mains une barrière qui ne lui appartient pas, assure qu'un chemin existait là de temps immémorial et interdit aux propriétaires de le poursuivre s'il se promène dans son domaine. Il connaît à fond le vieux droit seigneurial et communal. Il lui arrive d'appliquer sa science tantôt en faveur des villageois, tantôt contre eux. Il est alors périodiquement porté en triomphe dans la grande rue du village ou brûlé en effigie sur la place publique, selon la version qu'il a choisie. On dit qu'il a 7 procès sur les bras en ce moment, ce qui engloutira sans doute les débris de sa fortune. Donc le désarmera et le réduira à l'impuissance pour l'avenir. La loi mise à part, il paraît aimable, avenant, et je ne vous parle pas de lui parce que vous avez insisté pour que je vous envoie le portrait de tous ceux qui nous entourent. Il a pour l'instant des occupations curieuses. En effet, il est astronome amateur et il possède un excellent télescope. Aussi se tient-il tout le jour sur le toit de sa maison et il explore la lande avec sa lunette dans l'espoir de retrouver trace du forçat évadé. S'il ne consacrait son énergie qu'à cet examen, tout irait bien. Mais le bruit court qu'il a l'intention de poursuivre le docteur Mortimer qui aurait procédé à l'ouverture d'un tombeau sans le consentement du plus proche parent afin de découvrir son fameux crâne néolithique dans la carrière de Longdown. Il nous aide à rompre la monotonie de notre séjour et il met une touche de comique là où elle s'avère fort nécessaire. Et maintenant, vous ayant mis à la page en ce qui concerne le forçat évadé, les Stapleton, le docteur Mortimer et Frankland de l'After Hall, je terminerai sur le plus important. Je veux insister, en effet, sur les Barrymore, et particulièrement sur les faits surprenants de la nuit dernière. Ceci d'abord à propos du télégramme test que vous aviez envoyé de Londres, afin d'avoir la preuve que Barrymore était réellement ici. Je vous ai déjà expliqué que le témoignage du chef de bureau de poste montrait que le test s'était avéré sans valeur et que nous n'avions de preuves ni dans un sens ni dans un autre. Mais j'ai mis Sir Henry au courant, et lui, tout de suite, à sa manière directe, a convoqué Barrymore et lui a demandé si le télégramme lui avait été remis en main propre. Barrymore assura que oui. « Le petit facteur vous l'a vraiment délivré en main propre ?» insista Sir Henry. Barrymore parut surpris. Il réfléchit quelques instants. « Non, répondit-il, j'étais dans la chambre de débarras à ce moment-là, et ma femme me l'a apporté. »« Avez-vous répondu vous-même ?»« Non, j'ai dit à ma femme qu'il fallait répondre, et elle est redescendue pour l'écrire. » Dans la soirée, il revint sur le sujet. « Je n'ai pas tout à fait compris le sens de vos questions de ce matin, Sir Henry, dit-il. J'espère qu'elle ne signifie pas que j'ai démérité de votre confiance. » Sir Henry dut lui certifier qu'il n'en était rien, et il l'apaisa en lui donnant une partie de sa garde-robe d'Amérique, celle de Londres étant arrivée. « Madame Barrymore m'intéresse. C'est une personne solide, épaisse, bornée, immensément respectable et qui penche vers le puritanisme. Il est difficile d'imaginer un être moins émotif. Pourtant, je vous ai raconté que, au cours de ma première nuit ici, je l'avais entendu sangloter amèrement. Depuis lors, j'ai observé plus d'une fois des traces de larmes sur son visage. Un chagrin profond la tenaille. Parfois, je me demande si elle ne se sent pas coupable d'une faute qui l'obsède. Parfois aussi, je soupçonne Barrymore d'être un tyran domestique. J'ai toujours senti que le caractère de cet homme comportait de la singularité et du mystère. L'aventure de cette nuit a fortement aggravé mes soupçons. L'affaire en elle-même paraît mince. Vous savez que je n'ai pas le sommeil lourd. Depuis que dans cette maison je me tiens sur mes gardes, il est plus léger que jamais. La nuit dernière, vers 2 heures du matin, je fus réveillé par un bruit de pas légers dans le couloir. Je me levai, ouvris ma porte, inspectai les alentours. Une grande ombre noire avançait dans le couloir, projetée par un homme qui marchait doucement et qui tenait à la main une bougie.
Il n'était vêtu que d'une chemise et d'un pantalon. Il avait les pieds nus. D'après sa taille, c'était Barrymore. Il marchait très lentement, avec beaucoup de précaution. Dans tout son aspect, il y avait quelque chose d'indiciblement coupable et furtif. Je vous ai indiqué que le couloir est interrompu par la galerie qui court le long du vestibule, mais qu'il se prolonge de l'autre côté. J'ai attendu qu'il ait avancé, puis je l'ai suivi. Quand je suis arrivé à la galerie, il avait atteint l'extrémité de l'autre couloir, et j'ai pu voir, par lueur qui filtrait d'une porte ouverte, qu'il était entré dans l'une des chambres. Comme toutes ces chambres sont vides de meubles et inoccupées, son expédition me sembla inexplicable. La lueur brillait paisiblement, comme s'il se tenait immobile. Je me faufilais dans le couloir, sans bruit, et je regardais par l'entrebâillement de la porte. Barrymore était collé le nez à la fenêtre, en maintenant la bougie contre la vitre. Je le voyais de trois quarts, sa figure était contractée. Il scrutait la nuit sur la lande. Pendant quelques minutes, il fouilla l'obscurité avec un regard intense. Puis il poussa un grognement et, d'un geste impatient, il souffla la bougie. Aussitôt, je réintégrai ma chambre. Des pas furtifs ne tardèrent pas à m'indiquer que Barrymore repassait devant ma porte. Bien après, alors que j'étais retombé dans un sommeil léger, j'entendis une clé tourner quelque part dans une serrure, mais je ne saurais dire où exactement. La signification de tout cela m'échappe, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'une affaire secrète se trame dans ce sinistre manoir, et que tôt ou tard nous aurons à en sonder le fond. Je ne vous agacerai pas avec les théories que ma tête élabore, puisque vous m'avez prié de me borner aux faits. Ce matin, j'ai eu une longue conversation avec Sir Henry, et nous avons envisagé un plan de campagne fondé sur nos observations de la nuit dernière. Je ne vous en parle pas à présent, mais il devrait me fournir l'occasion d'un prochain rapport bien intéressant. Chapitre 9. Lumière sur la lande. Second rapport du docteur Watson. Baskerville Hall, 15 octobre. Mon cher Holmes, si je ne vous ai pas communiqué beaucoup de nouvelles pendant les premiers jours de ma mission, reconnaissez que je m'emploie à rattraper le temps perdu. Les événements fondent sur nous, rapides et serrés. Dans mon premier rapport, je terminais en vous racontant l'épisode de Barrymore à la fenêtre, et j'ai en main à présent de quoi vous surprendre grandement. Les choses ont pris un cours que je ne pouvais pas prévoir. Dans les dernières 48 heures, elles se sont à la fois clarifiées et compliquées. Mais je vais vous dire, après quoi vous jugerez. Au matin qui succéda à mon aventure nocturne, avant de descendre pour le petit déjeuner, je passais par le couloir et j'examinais la chambre où j'avais vu entrer Barrymore. La fenêtre ouest par laquelle il avait fouillé les ténèbres avec tant d'attention possède, je l'ai remarqué, une particularité qui la distingue de toutes les autres fenêtres du manoir. C'est de derrière ces carreaux que l'on a la meilleure vue sur la lande. Entre deux arbres, une éclaircie permet, à partir de cet observatoire, de percer loin à travers la lande, tandis que de toutes les autres fenêtres, on la distingue mal. Il s'ensuit donc que Barrymore, puisqu'il est allé à cette fenêtre, devait chercher quelque chose ou quelqu'un sur la lande. La nuit étant fort sombre, je me demande comment il aurait pu distinguer quoi ou qui que ce fût. Je songeais à une intrigue amoureuse, ce qui aurait expliqué son pas furtif ainsi que le chagrin de sa femme. Par ailleurs, Barrymore est un bel homme, tout à fait capable de capter le cœur d'une fille de la campagne. Ma théorie se défendait donc assez bien. L'ouverture d'une porte, je l'avais entendue après que je fus rentré dans ma chambre, pouvait signifier qu'il était sorti pour un rendez-vous clandestin. Voilà quels furent mes raisonnements du matin, ainsi que l'orientation de mes soupçons, dont j'appris par la suite combien ils étaient mal fondés. Mais quelle que pût être la véritable explication des faits et gestes de Barrymore, je me sentis incapable d'assumer seul la responsabilité du secret que j'avais surpris. Après le petit déjeuner, je me rendis dans le bureau du baronnet et je le mis au courant. Il parut moins étonné que je ne m'y attendais. « Je savais que Barrymore se promenait de nuit, me dit-il, et j'avais l'intention de lui en toucher un mot.
2 ou 3 fois, j'ai entendu son pas dans le couloir, ses allées et venues, à peu près à l'heure que vous m'indiquez. Peut-être, alors, se rend-il toutes les nuits à cette fenêtre particulière, hasardai-je. Peut-être. S'il en est ainsi, nous devrions pouvoir le suivre et savoir ce qu'il recherche. Je me demande ce que ferait votre ami Holmes s'il était ici. Je crois qu'il ferait exactement ce que vous suggérez, lui répondis-je. Il suivrait Barrymore et il verrait ce qu'il fait. Alors, nous le surveillerons ensemble. Mais il nous entendra. Il est un peu dur d'oreille. En tout cas, nous devons courir ce risque. Nous nous installerons ce soir dans ma chambre et nous attendrons qu'il passe devant ma porte. Sir Henry se frotta les mains avec contentement. Cette aventure lui apparaissait comme une distraction. Il faut que je vous dise que le baronnet s'est mis en rapport avec l'architecte qui a travaillé au plan de Sir Charles, ainsi qu'avec un entrepreneur de Londres. Nous pouvons donc nous attendre à de grands changements prochains. De Plymouth sont venus des décorateurs et des antiquaires. Notre ami a évidemment de vastes projets, et il n'entend épargner ni peine ni dépenses pour restaurer la grandeur de sa famille. Quand il aura modernisé et meublé le manoir, il ne lui manquera plus qu'une épouse. Entre nous, certains signes révèlent que cette lacune sera comblée si certaine demoiselle y consent, car j'ai rarement vu un homme plus amoureux que le baronnet avec sa ravissante voisine, mademoiselle Stapleton. Hélas, le cours du véritable amour ne coula pas aussi uniquement qu'on pourrait l'espérer. Aujourd'hui, par exemple, une ride tout à fait imprévue a provoqué chez notre ami autant de perplexité que de soucis. Après l'entretien qui m'avait permis de parler de Barrymore, Sir Henry se coiffa d'un chapeau et se prépara à sortir. Je l'imitai. « Comment ? M'accompagneriez-vous, Watson ? Me demanda-t-il en me dévisageant curieusement. « Cela dépend. Allez-vous sur la lande ? » ?»« Oui. » »« Alors, vous connaissez mes instructions. Je suis désolé de faire figure d'intrus, mais vous avez entendu Holmes insister. Avec quel sérieux ? Pour que vous ne vous promeniez pas seul sur la lande. » Sir Henry posa une main sur mon épaule et me sourit gentiment. « Mon cher ami, me dit-il, Holmes, avec toute sa sagesse, n'a pas prévu différentes choses qui se sont produites depuis mon arrivée. Vous me comprenez ? Je suis sûr que vous êtes le dernier homme au monde à vouloir faire figure de gêneur. Je dois sortir seul. » Dans une situation aussi fausse, ne sachant pas quoi dire ni faire, je ne m'étais pas encore décidé que le baronnet avait pris sa canne et qu'il était parti. Mais à la réflexion, ma conscience me reprocha amèrement de l'avoir laissé sortir seul. Je me représentais les sentiments qui m'animeraient si je devais vous avouer qu'un malheur était arrivé parce que j'avais négligé vos instructions. Je vous l'assure, cette pensée me fit rougir. Peut-être pouvais-je le rattraper. Je me hâtais vers Merripit. Lorsque j'atteignis l'endroit où débouche le sentier de la lande, je n'avais pas encore aperçu Sir Henry. Craignant de m'être fourvoyé, je gravis une colline qui dominait le paysage. De là, je le vis tout de suite. Il se trouvait sur le sentier de la lande, à 400 mètres du croisement, avec une femme à côté de lui. C'était sûrement mademoiselle Stapleton. Déjà, ils s'étaient donc entendus pour avoir un rendez-vous. Plongé dans une conversation sérieuse, il marchait lentement, et je la vis faire de petits mouvements vifs de la main, comme si elle se passionnait pour ce qu'elle disait, tandis qu'il écoutait attentivement. Une fois ou deux, elle secoua la tête pour marquer son désaccord. Je restais parmi les rochers à les épier, en me demandant ce que je devais faire. Les suivre et intervenir dans leur entretien privé serait commettre une grave indélicatesse, et pourtant mon devoir était clair. Je ne devais jamais perdre de vue le baronnet. Se comporter en espion à l'égard d'un ami était haïssable, mais je ne voyais rien de mieux à faire que le surveiller de ma colline et par la suite de soulager ma conscience en lui confessant mon indiscrétion. Il est vrai que si un danger soudain l'avait menacé, j'aurais été trop loin pour l'écarter de lui, mais je vous assure que vous auriez convenu avec moi que ma position était très délicate et que je ne pouvais agir autrement.
Notre ami sir Henry et la demoiselle s'étaient arrêtés sur le sentier, profondément absorbés par leur conversation. Tout à coup, je m'aperçus que je n'étais pas leur seul témoin. Une tache verte flottant dans l'air attira mon regard. Un autre coup d'œil m'apprit qu'elle se déplaçait au bout d'une canne portée par un promeneur. C'était Stapleton et son filet à papillons. Il était beaucoup plus près des amoureux que moi-même, et il avait l'air de foncer sur eux. Au même instant, sir Henry attira mademoiselle Stapleton, enlaça sa taille, mais j'eus l'impression qu'elle faisait effort afin de se libérer, qu'elle se détournait de lui. Il inclina son visage au-dessus du sien, et elle leva une main comme pour protester. À la seconde suivante, je les vis s'écarter précipitamment l'un de l'autre. Stapleton en était la cause. Il courait vers eux comme un forcené, avec son absurde filet qui se balançait derrière son dos. Il gesticulait, et dans sa fureur, il se dandinait devant les amoureux. Je ne pouvais pas entendre ces paroles, mais il m'apparut qu'il était en train d'injurier sir Henry, lequel présentait ses explications. Mais comme l'autre refusait de les entendre, le ton monta. La demoiselle était figée dans un silence hautain. Finalement, Stapleton tourna le dos au baronnet et adressa à sa sœur une invitation péremptoire. Mademoiselle Stapleton lança un regard indécis à sir Henry, puis elle se retira en compagnie de son frère. Les gestes hargneux du naturaliste indiquaient clairement que la jeune fille n'était pas exclue des objets de sa colère. Le baronnet demeura une minute immobile, puis il refit en sens inverse le chemin qu'il avait parcouru, tête basse, vivante image du désespoir. Ce que tout cela signifiait, je ne pouvais l'imaginer, mais j'avais honte d'avoir assisté à une scène si intime sans que mon ami le sût. Je descendis la colline en courant et me trouvai nez à nez avec le baronnet. Il était rouge de fureur, il avait le front tout plissé, il ressemblait à un homme qui ne sait plus à quel saint se vouer. « Hello, Watson, d'où tombez-vous » me demanda-t-il. « Vous n'allez pas me dire que vous m'avez suivi malgré ma prière ?» Je lui expliquai les circonstances. Comment il m'avait paru impossible de demeurer derrière lui, comment je l'avais suivi, comment j'avais été le témoin de ce qui s'était passé. Il me jeta d'abord un regard courroucé, mais ma sincérité désarma sa colère, et il se mit à rire sans joie. « Qui aurait cru que ce sentier n'était pas bien choisi pour un rendez-vous » dit-il. « Nom d'un tonnerre ! Toute la région semble avoir voulu assister à mes fiançailles. Où aviez-vous loué un fauteuil d'orchestre » J'étais sur la colline. « Au promenoir, alors ?» Mais son frère se retrouvait aux premières loges. L'avez-vous vu venir sur nous ? Oui. Avez-vous jamais pensé qu'il était fou ? Je veux dire, son frère. Non. Moi non plus. Je l'avais toujours pris jusqu'à aujourd'hui pour un être sain d'esprit. Mais vous pouvez m'en croire. Il y en a un de nous deux qui devrait être mis dans une camisole de force. Que lui a-t-il pris ? Vous avez vécu près de moi depuis plusieurs semaines, Watson. Soyez franc. Voyez-vous quelque chose qui m'empêcherait d'être un bon mari à l'égard d'une femme que j'aimerais ? Ma foi, non. Il n'a rien objecté à ma situation matérielle. Ce serait plutôt moi qui aurais à objecter quelque chose à la sienne. Qu'a-t-il contre moi ? Je ne me rappelle pas avoir jamais fait du mal à un homme ou à une femme. Et pourtant, il ne me juge pas digne de toucher seulement le bout de ses doigts. Vous l'a-t-il dit expressément ? Cela et davantage. Je vous le dis, Watson, je ne la connais que depuis quelques semaines, mais depuis le premier jour, j'ai deviné qu'elle était faite pour moi et qu'elle était heureuse quand elle se trouvait avec moi, j'en jurerais. Dans les yeux d'une femme, il y a une lumière qui en dit plus long que des mots. Mais il ne nous a jamais laissés seuls, ensemble. Aujourd'hui, j'ai eu pour la première fois la chance de pouvoir lui parler en tête-à-tête. Elle était contente de me voir. Seulement, ce n'était pas pour parler d'amour qu'elle était venue. Elle ne m'aurait même jamais permis d'en parler si elle avait pu m'arrêter. Elle ne cessait de me répéter que la lande était dangereuse et qu'elle ne serait heureuse que lorsque je m'en serais éloignée. Je lui répondis que, depuis que je l'avais vue, je n'étais nullement pressé de partir, et que si elle voulait réellement que je m'éloigne, le seul moyen de me faire céder était qu'elle parte avec moi. Je lui offris le mariage, mais avant qu'elle eût pu me répondre, son frère bondit sur nous avec un vrai visage de fou furieux.
Il était blanc de rage, ses yeux lançaient des flammes. Que faisais-je avec la demoiselle? Comment osais-je lui offrir des hommages qu'elle trouvait odieux? Pensais-je que, parce que j'étais baronnet, je pourrais faire ce que je voulais? S'il n'avait pas été son frère, j'aurais mieux su lui répliquer. Bref, je lui dis que les sentiments que je portais à sa sœur n'avaient rien de honteux et que j'espérais qu'elle me ferait l'honneur de devenir ma femme. Cette déclaration ne semblant pas l'apaiser, moi aussi je perdis mon sang-froid et je m'adressai à lui sur un ton plus vif que, peut-être, il aurait convenu en présence de sa sœur. Pour finir, il l'a amenée, ainsi que vous l'avez vu, et me voici complètement désemparé. Dites-moi ce que tout cela signifie, Watson. Et je vous devrai plus que je ne pourrai jamais m'acquitter envers vous. Je tâtais de 2 ou 3 explications, mais, en vérité, j'étais aussi déconcerté que le baronnet. Le titre de notre ami, sa fortune, son âge, son caractère, son aspect physique parlaient éloquemment en sa faveur. En dehors du sombre destin attaché à sa famille, je ne voyais rien qui jouât contre lui. Il était ahurissant que ses avances eussent été rejetées, aussi brusquement, sans même que la demoiselle eût été consultée, et que celle-ci eût accepté cette situation sans protester. Toutefois, notre perplexité se trouva apaisée l'après-midi même par une visite de Stapleton au manoir. Il venait s'excuser de son emportement du matin, et, après une longue conversation en tête-à-tête avec Sir Henry dans le bureau de celui-ci, la brouille fut dissipée. Si complètement que vendredi prochain nous devons dîner à Merripit. Je n'affirmerai pas néanmoins qu'il est parfaitement équilibré, me dit Sir Henry. Je ne puis oublier ses yeux de fou de ce matin, mais je dois reconnaître que personne ne se serait mieux excusé que lui. Comment explique-t-il sa conduite? Il dit que sa sœur est l'essentiel de sa vie. C'est assez normal. Je suis heureux qu'il l'apprécie autant. Ils ont toujours vécu ensemble, et il a mené une existence solitaire qu'elle seule égayait. La perspective de la perdre ne pouvait donc que lui sembler terrible. Il m'assura qu'il n'avait pas compris que j'étais devenu amoureux d'elle. Quand il le vit de ses propres yeux, et quand il comprit qu'il pourrait être privé de sa sœur, il en éprouva un tel choc qu'il perdit momentanément le contrôle de ses paroles et de ses actes. Il regretta vivement ce qui s'était passé, et il reconnut l'erreur égoïste qu'il avait commise en imaginant qu'il pourrait garder toute sa vie auprès de lui une femme aussi belle. Si sa sœur devait le quitter, ajouta-t-il, il préférait à tout prendre que ce fût pour un voisin comme moi-même. Mais, en toute éventualité, ce serait un coup, et un peu de temps lui serait nécessaire pour qu'il pût s'y préparer. Il renoncerait à toute opposition si je consentais à lui promettre de laisser les choses en état pendant 3 mois, c'est-à-dire de me borner à cultiver l'amitié de sa sœur sans revendiquer son amour. J'ai promis. Voilà où nous en sommes. L'un de nos petits mystères se trouve donc éclairci. C'est quelque chose d'avoir repris dans ce marais où nous pataugeons. Nous savons maintenant pourquoi Stapleton considérait d'un si mauvais œil le courtisan de sa sœur, même lorsque ce courtisan avait tous les mérites de Sir Henry. Aussi, devais-je passer à un autre mystère, celui des sanglots nocturnes, du visage chagrin de madame Barrymore et de la promenade secrète du maître d'hôtel à la fenêtre ouest. Félicitez-moi, mon cher Holmes, et dites-moi que je ne vous déçois pas, que vous ne regrettez pas la confiance que vous m'avez témoignée quand vous m'avez envoyé en mission. Il a suffi d'une nuit de travail pour l'éclaircir. J'ai dit une nuit de travail, mais en vérité, il en a fallu 2, car la première n'a rien donné. Je m'étais assis dans la chambre de Sir Henry, mais à 3 heures du matin, nous n'avions entendu que le carillon de l'horloge du palier. Notre veillée s'embruma de mélancolie, et nous finîmes par nous endormir dans nos fauteuils. Heureusement, nous ne nous décourageâmes point, et nous résolûmes de récidiver la nuit suivante. Le lendemain soir, donc, nous baissâmes la lampe, et nous nous installâmes sans faire de bruit, fumant cigarette sur cigarette. La lenteur du temps nous sembla invraisemblable, et cependant notre patience était entretenue par la curiosité qui anime le chasseur lorsqu'il veille auprès du piège qu'il a tendu. 1 heure, 2 heures,
Nous allions renoncer quand, simultanément, nous nous redressâmes sur nos sièges. Dans le couloir, nous avions entendu le craquement d'un pas. Très furtivement, quelqu'un passa devant la porte et s'en fut plus loin. Le bruit des pas s'étouffa progressivement. Alors le baronnet ouvrit doucement sa porte, et nous nous élançâmes à la poursuite du promeneur. Déjà, notre homme avait fait le tour de la galerie, et le couloir était plongé dans l'obscurité. Sur la pointe des pieds, nous avançâmes jusqu'à l'autre aile. Nous eûmes juste le temps d'apercevoir la grande silhouette barbue pénétrer dans une chambre, la même que l'avant-veille. La lumière de sa bougie projeta par la porte un rayon jaune vers lequel nous nous dirigeâmes avec précaution, tâtant du pied chaque plainte avant d'y poser notre poids. Nous avions songé à nous déchausser chez sœur Henri. Néanmoins, les vieux bois du plancher gémissaient et craquaient sous nos pas. Il nous semblait impossible qu'il ne nous entendît point approcher. Par chance, Barrymore est dur d'oreille, et il était trop absorbé par ce qu'il faisait. Quand nous atteignîmes la porte et regardâmes à l'intérieur, nous le vîmes à la fenêtre, bougie à la main. Sa figure blême était collée au carreau, exactement dans la position où je l'avais vue la première fois. Nous n'avions pas préparé de plan précis, mais le baronnet n'est pas homme à biaiser. Il entra dans la chambre. Barrymore fit un bond pour s'écarter de la fenêtre. Un sifflement s'échappa de sa poitrine. Livide, tremblant, il resta immobile devant nous. Ses yeux noirs qui, dans le visage blanc, paraissaient encore plus noirs, allaient de sœur Henri à moi en exprimant autant d'horreur que de surprise. « Que faites-vous ici, Barrymore ?»« Rien, monsieur. » Son agitation était telle qu'il pouvait à peine parler. Les ombres sautaient sur les murs tant la bougie vacillait dans sa main. « C'était la fenêtre, monsieur. Je fais une ronde la nuit, monsieur, pour m'assurer qu'elles sont bien fermées. » « Au 2e étage ? » ?»« Oui, monsieur, toutes les fenêtres. »« Allons, Barrymore !» s'écria sœur Henri avec fermeté. « Nous avons décidé de savoir la vérité sur votre compte. Aussi, vous vous éviterez de sérieux ennuis, en nous la disant le plus tôt possible. Allons, plus de mensonges. Que faisiez-vous à cette fenêtre ?» Le maître d'hôtel nous regarda avec désespoir. Il se tordit les mains comme s'il avait atteint le dernier degré du doute et de la misère. « Je ne faisais pas de mal, monsieur. Je tenais une bougie près de la fenêtre. »« Et pourquoi teniez-vous une bougie près de la fenêtre ?»« Ne me le demandez pas, sœur Henri, ne me le demandez pas. Je vous donne ma parole, monsieur, que ce n'est pas mon secret et que je ne peux pas vous le dire. S'il ne concernait que moi, je vous le livrerais tout de suite. » Une idée soudaine me traversa l'esprit, et je pris la bougie des mains du maître d'hôtel. « Il a dû la tenir en l'air en guise de signal, dis-je. Voyons s'il y aura une réponse. » Je la levai comme il l'avait fait, et scrutai la nuit obscure. Je pouvais discerner vaguement le massif noir des arbres et l'étendue plus claire de la lande, mais mal, car la lune était cachée par des nuages. Soudain, je poussai un cri de joie. Un minuscule point de lumière jaune venait de percer la voile opaque et brillait fixement au centre du carré noir encadré par la fenêtre. « La voilà !» m'exclamai-je. « Non, non, monsieur, ce n'est rien, rien du tout !» bégaya le maître d'hôtel. « Je vous assure, monsieur. »« Déplacez votre bougie le long de la fenêtre, Watson !» cria le baronnet. « Voyez, l'autre bouge aussi. À présent, coquin, bandit, n'irez-vous qu'il s'agit d'un signal ? Allons, parlez. Qui est votre associé là-bas ? Et quel complot tramez-vous ? » Barrymore prit brusquement un air de défi. « C'est mon affaire, et pas la vôtre. Je ne vous dirai rien. »« Alors vous perdrez votre emploi. Je vous chasse, tout de suite. »« Très bien, monsieur. S'il le faut, je partirai. »« Je vous chasse, nom d'un tonnerre. Vous devriez avoir honte. Votre famille a vécu avec la mienne pendant plus de 100 ans sous ce toit. Et vous voici complotant contre moi. »« Non, monsieur, pas contre vous. » C'était une femme qui venait de parler. Madame Barrymore, encore plus pâle et plus épouvantée que son mari, était apparue sur le seuil. Sa grosse silhouette, revêtue d'une chemise et d'un châle, aurait été comique si ses traits n'avaient exprimé une forte émotion. « Nous partons, Élisa.
Tout est fini. Vous pouvez faire vos bagages, dit le maître d'hôtel. Oh, John, John, vous aurais-je entraîné jusque-là? C'est moi la responsable, sir Henry, moi seule. Il n'a agi que pour me faire plaisir et parce que je lui avais demandé. Parlez, alors. Que signifie cela? Mon malheureux frère meurt de faim sur la lande. Nous ne pouvons pas le laisser périr devant notre porte. La lumière est un signal pour lui indiquer que des provisions sont préparées pour lui. Et sa lumière, là-bas, nous indique l'endroit où lui déposer. Donc votre frère serait... Le forçat à évader, monsieur. Selden, le criminel. C'est la vérité, monsieur, proclama Barrymore. Je vous ai déclaré que ce n'était pas mon secret et que je ne pouvais rien vous dire. Mais maintenant, vous êtes au courant. Vous voyez que si un complot était effectivement tramé, vous n'y étiez nullement visé. Telle était donc l'explication des furtives expéditions nocturnes et de la lumière à la fenêtre. Sir Henry et moi nous contemplâmes, stupéfaits. Madame Barrymore. Était-il possible qu'une personne aussi respectable fût du même sang que l'un des plus notoires criminels du pays? Oui, monsieur, mon nom de jeune fille est Selden, et il est mon plus jeune frère. Nous l'avons trop gâté quand il était enfant, nous lui donnions tout ce qui lui faisait plaisir. Et il a cru que le monde était créé pour qu'il pût en disposer à son gré. En grandissant, il s'est lié avec de mauvais camarades, et le diable est entré en lui. Il a brisé le cœur de ma mère et traîné notre nom dans la boue. De crime en crime, il a sombré toujours plus bas. Seule la miséricorde de Dieu l'a arraché à l'échafaud. Mais pour moi, monsieur, il était toujours le petit garçon aux cheveux bouclés que j'avais dorloté et avec qui j'avais joué. Voilà pourquoi il s'est évadé, monsieur. Il savait que j'étais dans la région et que nous ne refuserions pas de l'aider. Quand il s'est traîné ici une nuit, là et affamé, avec les gardes sur ses talons, que pouvions-nous faire? Nous l'avons accueilli, nourri, réconforté. Puis vous êtes rentré, monsieur, et mon frère a pensé qu'il serait plus en sécurité sur la lande jusqu'à ce que les clameurs s'apaisent. Il s'y cache. Mais toutes les 2 nuits, nous nous assurons qu'il y est toujours, en disposant une lumière contre la fenêtre. S'il y répond, mon mari va lui porter un peu de pain et de viande. Tous les jours, nous espérons qu'il sera parti. Mais tant qu'il erre par là, nous ne pouvons pas l'abandonner. Voilà toute la vérité. Aussi vrai que je suis une honnête chrétienne. S'il y a quelqu'un à blâmer dans cette affaire, ce n'est pas mon mari, c'est moi, pour l'amour de qui il a agi comme il l'a fait. Cette femme avait parlé avec une telle conviction qu'elle nous persuada qu'elle venait de dire la vérité. Est-ce vrai, Barrymore? Oui, sir Henry. Il n'y a pas un mot de faux. Eh bien, je ne saurais vous blâmer d'avoir aidé votre femme. Oubliez ce que je vous ai dit. Rentrez chez vous, tous les 2, et nous reparlerons de l'affaire dans la matinée. Quand ils furent sortis, nous regardâmes à nouveau par la fenêtre. Sir Henry l'avait ouverte, et le vent glacé de la nuit nous fouettait le visage. Au loin brillait encore le petit point de lumière jaune. « Je m'étonne qu'il ose se signaler ainsi, » murmura sir Henry. « La lumière est peut-être placée de telle façon qu'elle n'est visible que d'ici. » »« Très vraisemblablement. À combien estimez-vous la distance ? 1500 ou 2000 mètres ? » ?»« À peine. » »« Oui. » »« Ce ne doit pas être loin si Barrymore lui apporte de la nourriture. Et il attend, ce bandit, à côté de la lumière. Nom d'un tonnerre, Watson, je vais le capturer. » J'avais eu la même idée. Ce n'était pas comme si les Barrymore nous avaient mis dans leur secret. Nous le leur avions extorqué. L'homme était un danger pour la communauté, un coquin qui ne méritait ni pitié ni excuse. Nous ne ferions que notre devoir en saisissant cette chance de le ramener en un lieu où il ne pourrait plus nuire. Étant donné sa nature brutale et violente, d'autres seraient en péril si nous n'agissions pas. N'importe quelle nuit, par exemple, nos voisins, les Stapleton, pourraient être attaqués par lui. Peut-être cette idée avait-elle déterminé sir Henry. « Je viens moi aussi, dis-je.
Alors prenez votre revolver et chaussez-vous. Plus tôt nous partirons, mieux cela vaudra, car cet individu peut éteindre ses lumières et disparaître. 5 minutes plus tard, nous étions en route. Nous courûmes à travers les massifs. Le vent d'automne exhalait sa tristesse que rythmait le bruissement des feuilles mortes. L'air était lourd d'humidité et de pourrissement. Par intermittence, la lune surgissait des nuages, mais ceux-ci accouraient de tous côtés et, juste au moment où nous pénétrions sur la lande, une pluie fine se mit à tomber. La lumière brillait toujours face à nous. « Êtes-vous armé ?» demandai-je à sœur Henri. « J'ai un stick de chasse. Il faut que nous tombions dessus par surprise, car c'est un individu prêt à tout. Nous l'attaquerons par derrière pour l'avoir à notre merci avant qu'il puisse résister. » « Dites, Watson, que dirait Holmes ? Nous en sommes à cette heure d'obscurité où s'exaltent les puissances du mal. » Comme pour répondre à sa phrase, de la sinistre nuit de la lande s'éleva soudain ce cri étrange que j'avais entendu aux abords du grand bourbier de Grimpen. Le vent le porta à travers le silence nocturne. Ce fut d'abord un murmure long, grave, puis un hurlement qui prit de l'ampleur avant de retomber dans le gémissement maussade où il s'éteignit. À nouveau il retentit, et tout l'air résonna de ses pulsations, strident, sauvage, menaçant. Le baronnet saisit ma manche. Son visage livide se détacha de la pénombre. « Grand Dieu, Watson, qu'est-ce là ?» « Je ne sais pas. C'est un bruit qu'on n'entend que sur la lande. Je l'ai déjà entendu une fois. » Un silence absolu, oppressant, lui succéda. Nous étions immobilisés, l'oreille aux aguets. Rien n'apparut. « Watson, » me chuchota le baronnet, « c'était l'aboiement d'un chien. » Mon sang se glaça dans mes veines. Le tremblement de sa voix traduisait l'horreur subite qui l'avait envahi. « Comment appelle-t-il ce cri ?» me demanda-t-il. « Qui ? Les gens de la campagne. » « Oh, ce sont des ignorants. Que vous importe le nom qu'ils lui donnent ? Dites-le-moi, Watson. Comment l'appelle-t-il ? » J'hésitais. Mais comment éluder la question ? Ils disent que c'est le cri du chien des Baskerville. Il poussa un grognement lugubre. C'était effectivement un chien, mais il a poussé son cri à une grande distance. Il est difficile de préciser d'où il venait. Il s'enflait et diminuait avec le vent. N'est-ce pas par là le grand bourbier de Grimpen ? Si. Eh bien, il venait de là. Allons, Watson, n'êtes-vous pas persuadé que c'était le cri d'un chien ? Je ne suis pas un enfant. Vous n'avez pas à avoir peur de me dire la vérité. Stapleton était avec moi quand je l'ai entendu. Il a expliqué que c'était peut-être le cri d'un oiseau, d'un butor. Non, c'était un chien. Mon Dieu, y aurait-il du vrai dans toutes ces histoires ? Est-il possible que je sois exposé à un danger réel à cause de... Vous ne le croyez pas, vous, Watson ? Non. Et cependant, quelle différence que de rire à Londres de cette histoire et de se tenir là, dans la nuit de cette lande, en entendant un cri pareil. Et mon oncle, il y avait l'empreinte du chien à côté de l'endroit où il gisait. Tout cadre, évidemment. Je ne crois pas que je sois un lâche, Watson, mais ce cri a gelé mon sang. Touchez ma main. Elle était aussi froide qu'un bloc de marbre. Demain vous serez remis. Je ne crois pas que je pourrai oublier ce cri. Que me conseillez-vous maintenant ? Faire demi-tour ? Nom d'un tonnerre, non ! Nous sommes sortis pour attraper cet homme, nous l'attraperons. Nous pourchassons le forçat, mais un chien de l'enfer, comme c'est probable, nous pourchasse. Allons, nous irons jusqu'au bout, même si tous les monstres de Satan sont lâchés sur la lande. Nous avançâmes en trébuchant dans l'obscurité. Le contour confus des collines déchiquetées nous encerclait, mais la lueur jaune brillait toujours devant nous. Rien n'est plus trompeur qu'une lumière dans une nuit noire. Tantôt elle nous semblait au bout de l'horizon, tantôt nous aurions juré qu'elle n'était plus qu'à quelques mètres. Finalement, nous comprîmes d'où elle provenait. Nous étions tout proches. Dans une crevasse, entre les rochers, une bougie coulait son suif. Elle était protégée par les pierres contre le vent,
et elle ne pouvait être vue que de Baskerville Hall. Un roc de granit protégea notre approche. Nous nous accroupîmes derrière. C'était extraordinaire de voir cette bougie perdue en plein milieu de la lande, brûlant sans aucun signe de vie tout autour. Rien que cette flamme jaune, droite, et de chaque côté l'éclat du roc. « Que faire ?» chuchota sir Henry. « Attendre ici. Il doit être près de cette bougie. Voyons si nous pouvons l'apercevoir. » J'avais à peine fini de parler qu'il apparut. Par-dessus les rochers et de la crevasse où était fichée la bougie, une vilaine figure jaune se détacha. Une figure bestiale, abominable, qui reflétait les passions les plus viles. Barbouillé de boue, barbe hirsute, échevelé, il aurait pu passer pour l'un de ces sauvages qui habitaient dans les petits villages en pierre. Dans ses yeux petits, rusés, se reflétait la lueur de la bougie. Il regarda farouchement à droite et à gauche, et fouilla la nuit comme un animal sauvage qui aurait flairé des chasseurs. Ses soupçons avaient été éveillés. Peut-être Barrymore manifestait-il habituellement sa présence par un signal convenu que nous n'avions pas fait. Peut-être avait-il d'autres motifs pour croire au danger. En tout cas, la peur se lisait sur son visage terrifiant. À tout moment, il pouvait éteindre la bougie et fuir dans la nuit. Je bondis donc en avant et sir Henry m'imita. Au même instant, le forçat nous cria une malédiction et nous lança un morceau de roc qui se brisa sur la grosse pierre qui nous avait servi de parapet. J'aperçus nettement sa silhouette trapue, courtaude, vigoureuse, quand il s'élança pour fuir. Par un heureux hasard, la lune troua les nuages. Nous escaladâmes la colline. Sur le versant opposé, notre homme dévalait à toute allure, sautait de rocher en rocher avec l'agilité d'une chèvre. J'aurais pu l'estropier en déchargeant mon revolver, mais je ne l'avais emporté que pour me défendre en cas d'agression, pas pour tirer sur un homme désarmé qui s'enfuyait. Nous étions tous deux de bons coureurs en bonne forme, mais nous découvrîmes rapidement que nous n'avions aucune chance de le rattraper. Nous le suivîmes des yeux pendant un long moment, jusqu'à ce qu'il ne fût qu'une toute petite tache se déplaçant parmi les pierres sur le flanc d'une colline éloignée. Nous courûmes, jusqu'à tomber à bout de souffle, mais l'espace entre nous s'accroissait sans cesse. Finalement, nous nous abattîmes haletants sur 2 rochers. Il disparut bientôt dans le lointain. À ce moment, se produisit un incident tout à fait imprévu, invraisemblable. Nous venions de nous lever pour rentrer au manoir. La lune était basse sur notre droite. Le sommet, tourmenté d'un pic de granit, se profilait contre le bord inférieur de son disque d'argent. Là, sculpté comme une statue d'ébène sur ce fond brillant, se dessina un homme au haut du pic. Ne croyez pas à un mirage, Holmes. Je vous assure que de ma vie, je n'ai rien vu d'aussi net. Pour autant que j'en pouvais juger à cette distance, l'homme était grand, mince, se tenait jambes écartées, bras croisés, tête baissée comme s'il méditait sur cet immense désert de tourbe et de granit qui s'étendait derrière lui. Il aurait pu être le noir esprit de ce lieu sinistre. Ce n'était pas le forçat. Selden se trouvait loin de l'endroit où se dressait l'inconnu qui, de surcroît, était beaucoup plus grand. Je poussai un cri de surprise et le désignai au baronnet. Mais, pendant l'instant où je me détournais pour attraper le bras de sir Henry, l'homme avait disparu. Le sommet aigu du pic coupait encore le bord de la lune. Toutefois, la silhouette immobile et silencieuse n'y était plus. Je voulais marcher dans cette direction et fouiller le pic, mais c'était loin. Les nerfs du baronnet avaient été trop secoués par l'aboiement qui l'avait replongé dans le sombre passé de sa famille. De nouvelles aventures ne lui disaient rien. Il n'avait pas vu mon inconnu solitaire sur le pic et il ne partageait pas mon excitation. « Un garde, sans doute, me dit-il. Depuis que le forçat s'est évadé, la lande fourmille de gardes. » Peut-être son interprétation est-elle la bonne, mais j'aurais aimé en avoir la preuve. Aujourd'hui, nous communiquerons à Princetown la direction où se cache l'évadé, mais c'est dommage que nous n'ayons pas pu triompher complètement en ramenant Selden prisonnier. Telles sont les aventures de cette nuit, mon cher Holmes,
et vous reconnaîtrez, j'espère, que mon rapport est digne de vous. Il contient certes beaucoup de renseignements tout à fait négligeables, mais je persiste à penser que j'ai raison de vous informer de tout en vous laissant le soin de choisir les éléments qui vous aideront à parvenir à vos conclusions. Certainement, nous progressons. En ce qui concerne les Barrymore, nous avons découvert le mobile de leurs actes, et la situation s'est éclaircie. Mais la lande, avec ses mystères et ses étranges habitants, demeure indéchiffrable. Peut-être, dans mon prochain rapport, pourrais-je vous apporter à son sujet un peu de lumière. Le mieux serait que vous veniez ici.